La dernière élection présidentielle de 2015 a enregistré un taux de participation de 52,86%. Sur 3 millions de nouveaux électeurs attendus lors de l'enrôlement, seulement 306 000 se sont enrôlés, environ 10%. La commune du Plateau, lors des élections municipales de 2018, a enregistré un taux de participation de 22,62%. Sur 66 000 inscrits pour les élections municipales, seuls 15 000 ont pu voter. Quel est le regard des jeunes sur le processus électoral en Côte d'Ivoire? Pourquoi les jeunes ne s'intéressent pas au processus électoral? Comment améliorer la participation des jeunes au processus électoral? Les jeunes et le processus électoral, voici notre thématique de ce jour. Amis jeunes, bonsoir et bienvenue à Expression Jeunes Vacances sur RTI 2. Nous sommes bel et bien dans la commune du Plateau. Dans cette émission, nous aurons la carte postale, le micro-trottoir et la success story. Tout de suite, la carte postale du Plateau. Manhattan Tour de la sous-région ou Petit Paris de l'Afrique de l'Ouest, la commune du Plateau est une presqu'île qui surplombe la lagune Ébrié dans le district d'Abidjan. Le Plateau est symbolisé par des gratte-ciels et immeubles aux belles architectures. Ces bâtiments abritant une forte concentration de bureaux, des sièges sociaux d'entreprises, d'administration et de magasins font du Plateau le principal centre d'affaires et le cœur de l'appareil politico-administratif et financier du pays. Situé en plein cœur d'Abidjan, entre les communes de Trècheville, Adjamé et Cocody, le Plateau est bordé par la lagune Ébrié. Plateau constitue la plus petite commune du district d'Abidjan avec une superficie de 2,5 km² et une population d'environ 8 000 habitants. L'espace communal est réparti en 18 quartiers. La forte animation que connaît la cité le jour avec plus d'1 million de visiteurs fait place au calme absolu la nuit tombée. Plateau est une déformation de Mprato qui signifie en langue hatchan « terre nue ». C'est d'ailleurs le premier noyau historique de la ville d'Abidjan. Avant l'arrivée des colons et la création de la ville d'Abidjan pendant le XXe siècle, Plateau était un ensemble de petits villages de pêcheurs des hatchans Bidjan. Le Plateau accueille les premières administrations et logements coloniaux lorsque Abidjan est désigné capitale en 1934. Puis, il devient centre des affaires lors du miracle ivoirien. Aujourd'hui, véritable vitrine de la Côte d'Ivoire et de la sous-région ouest africaine, le Plateau accueille, entre autres, les institutions nationales et internationales, les ministères, les grandes banques internationales, les sièges des grandes entreprises, les représentations diplomatiques et de nombreux centres commerciaux. Le Plateau abrite également le musée des civilisations, la bibliothèque nationale, la grande mosquée d'Abidjan et la cathédrale Saint-Paul. On y trouve le stade Félix Houphouët-Boigny, l'espace Nelson Mandela et l'emblématique place de la République. La commune est également le point de connexion par l'entremise des ponts Félix Houphouët-Boigny et Charles de Gaulle bâtis sur la lagune Ébrié. Jacques-Gabriel Ewo en est l'actuel député-maire. Au plan sécuritaire, le Plateau dispose d'un commissariat de police et d'une police municipale bien équipée. Des parkings ont été aménagés par la municipalité afin de faire face à la question des stationnements qui constitue une plaie dans la cité. Le centre de santé Edmond Basque est la seule structure sanitaire dont dispose la commune du Plateau. Cependant, en termes d'éducation et formation, la commune du Plateau est bien nantie avec de nombreux établissements scolaires, secondaires et supérieurs de renommée. 2 centres de formation technique et professionnelle, dont le centre de formation Sam Guetta, permettent la réinsertion socio-professionnelle des déscolarisés. Cette place est constituée d'un monument. Au centre de ce monument, nous avons la statue d'une dame portant sur la tête des feuilles. Et c'est cette dame-là que les colons ont rencontrée, qui est représentée là. Et c'est cette dame qui est auteure du nom Abidjan. On s'applaudit très très fort, amis jeunes. Vous venez de suivre la carte postale de la commune du Plateau. Notre thématique de ce jour, les jeunes et le processus électoral en Côte d'Ivoire. Pour en parler, nous recevons amis jeunes, un jeune entrepreneur africain, auteur et enseignant à Paris, Monsieur Ibrahima Théo Lam vient nous rejoindre sur ce plateau. Applaudissements. Monsieur Ibrahima Théo Lam, bonsoir. Bonsoir, Serge. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Je vous en prie, asseyez-vous. Ça peut s'applaudir public.
Notre invitée Success Story de la commune du Plateau, Amis Jeunes, est mademoiselle Nathalie Douali, responsable de SCB Trading, une structure spécialisée dans la fourniture d'équipements de sécurité. Elle sera donc sur ce plateau en fin d'émission. Ça peut s'applaudir très très fort, public. Monsieur Théo Lam, nous sommes très heureux de vous retrouver sur ce plateau d'expression Jeunes Vacances sur RTI 2. On fera donc l'état des lieux par rapport donc à la thématique du jour. Merci, bonsoir à tout le monde. Merci de m'avoir invité. À cette occasion, je voudrais d'abord m'exprimer à travers un message d'encouragement et de paix à l'endroit de la communauté ivoirienne d'ici et de la diaspora. Chers amis de la Côte d'Ivoire, chères sœurs, chers frères, vous avez un pays magnifique où plusieurs opportunités s'offrent à qui sait observer son environnement immédiat. Vous vous êtes présenté comme notre leader au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Vous êtes notre fierté. Vous êtes en train de mettre en place un processus électoral pour choisir votre nouveau président le 31 octobre 2020. Je voudrais vous inviter à un espace de paix, à un environnement de dialogue. Privilégiez plutôt les échanges qui peuvent vous donner une possibilité d'engager ce processus dans le respect de chacun et surtout de faire de sorte que ce pays ne brûle pas. Parce que vous avez subi plusieurs événements. C'est vrai que vous vous êtes relevé sur le plan économique, mais il est temps de cesser toutes ces tragédies et de se mettre dans une situation de privilégier les échanges fructueux. Merci. Ça peut s'applaudir très fort à nos jeunes. Maintenant, juste alors, par rapport à l'état des lieux. La question, le regard des jeunes sur le processus électoral. L'état des lieux, si on peut le faire aujourd'hui, moi, je dirais que je me suis appuyé sur les éléments qui sont à ma disposition. Je peux considérer que les jeunes rejettent de façon générale le monde politique. Et c'est dommage, parce que c'est là où se joue leur avenir de manière générale. Donc, le vote, l'inscription, l'engagement citoyen, l'engagement auprès des autres communautés pour déterminer une force qui permet aux jeunes de faire adhérer d'autres personnes, tous ces éléments sont quasi absents dans le dispositif du processus électoral. Mais ce qui me fait plaisir, les jeunes s'engagent suivant d'autres formes d'expression au niveau associatif, au niveau des organisations non gouvernementales pour apporter leur soutien dans le développement de nos territoires. Mais par contre, quel que soit le motif, je pense que le jeune doit être face à ses responsabilités et de se préparer à y intégrer en tant qu'acteur déterminant parce que tout ce qui se fait au niveau de notre continent, les jeunes doivent être impliqués de façon directe pour qu'ils puissent prendre le rôle qu'ils doivent jouer dans l'émergence de nos continents. Alors, quel intérêt pour les jeunes de se faire enrôler ou simplement de voter? Alors, se faire enrôler, c'est important parce que ça me permet d'avoir ma voix, ça me permet d'élire, ça me permet de choisir, ça me permet de faire la comparaison entre tel ou tel autre candidat en fonction du contenu programmatique qui m'a été proposé. Donc, le fait d'être enrôlé, tout se passe comme si c'est moi qui décide en tant qu'acteur. C'est vrai que d'une manière générale, les candidats, ils vont vous présenter tous les éléments pour que vous les élisiez, mais une fois qu'ils sont au poste, certains éléments sont aux oubliettes, mais cela ne veut pas dire pour autant que je dois arrêter de rêver. En tant que jeune, je dois m'impliquer. Est-ce une réalité, M. Lam, d'affirmer que les jeunes constituent donc un pouvoir de décision en matière électorale? Normalement, si on analyse ce qui se passe dans différents pays, on peut admettre que les jeunes constituent une très grande force. Les jeunes peuvent se mobiliser en 48 heures, être 100 000 et se présenter quelque part pour réclamer leur dû. De manière générale, on constate plutôt à un regroupement qui se fait de façon très rapide. De la même façon, si les jeunes s'engagent à y apporter une contribution dans le monde politique, ce sera les mêmes constats que nous verrons. Maintenant, malheureusement, les jeunes n'y adhèrent pas. Pour l'instant, on n'a pas la formule magique. Moi, tout ce que je peux faire à mon niveau, c'est de reconnaître que les jeunes peuvent constituer une force vive, mais actuellement, selon la présentation de ce que nous avons comme élément directeur, on peut considérer qu'ils ne sont pas en ligne droite, en première ligne, je dirais. Mais par contre, cette force vive, on peut la réveiller auprès de la jeunesse pour leur donner une place confortable dans le dispositif électoral. Ça peut s'applaudir, amis jeunes. Je voudrais me tourner vers vous. Amis jeunes, dites-moi pourquoi certains jeunes trouvent inutile de se faire enrôler? C'est un rapport social. La famille a une influence, les amis ont une influence, et le vécu du jeune aussi joue pour beaucoup. Une autre réaction dans le public? Nous sommes sans
ignorez que depuis des décennies, nous vivons à l'entame du processus électoral des climats de méfiance et de peur, ce qui pousse les jeunes équilibrés à ne pas s'intéresser au processus électoral pour cause des violences qui pourraient en découler. Je pense qu'ici en Côte d'Ivoire, les jeunes ne s'intéressent pas au vote parce qu'ils se disent que aller voter ne va en rien changer sa situation sociale ou encore leurs volontés ne seront pas exécutées. Donc pourquoi aller perdre de l'énergie à se faire enrôler ou encore aller voter? Ça peut s'applaudir. Une dernière réaction. Je veux dire, le désintérêt des jeunes au processus électoral se situe à deux niveaux. D'un premier temps, c'est de pouvoir se faire enrôler sur le listing électoral. Le mécanisme qui est mis en place par la commission chargée de ce processus-là, pour moi, le processus, il est caduc. Et après avoir été inscrit sur le listing électoral, il faut passer au vote. Vous conviendrez avec moi que depuis 2000, les votes sont liés aux violences. Nous sommes sortis des élections de 2010 avec plus de 3000 morts. Donc aujourd'hui, le jeune dans sa tête, pour lui, aller aux élections est synonyme de violence. Donc, il préfère rester à la maison pour plus de sécurité. Vous avez parlé des élections de 2010, mais il y a eu les élections de 2015. Tout s'est bien passé? Oui, bien effectivement, il y a eu les élections en 2015. Mais vous conviendrez avec moi aussi que les dernières élections locales de 2018, il y a aussi eu des violences. C'est encore gravé dans la mémoire des jeunes. Donc, du coup, les jeunes, pour eux, quand on parle d'élections, déjà, on parle de menaces, on parle de violence, on parle de mort. Donc, pour être plus en sécurité, ils préfèrent ne même pas participer à ce processus-là et rester chez eux à la maison. Merci beaucoup. On peut s'applaudir très très fort. Je suis maintenant avec vous, M. Théo Lam. Quelles sont les raisons qui poussent les jeunes à ne pas s'intéresser au processus électoral? À mon niveau, je peux identifier deux contraintes au niveau des jeunes et au niveau de l'organisation du processus électoral. Mais avant d'y arriver et de me prononcer là-dessus, je voudrais juste dire, si je m'en tiens aux différentes déclarations qui ont été présentées aujourd'hui, il est important que les responsables politiques revoient leurs copies et les images qu'ils envoient auprès des jeunes. Maintenant, si on dit que beaucoup de jeunes se désintéressent parce qu'il n'y a aucun avenir promettant, il n'y a pas de visibilité par rapport à leur parcours, il n'y a rien qui se dessine par rapport à leurs ambitions, donc c'est problématique. Maintenant, ces deux niveaux dont je faisais état tout à l'heure, le jeune ne s'engage pas parce qu'il se dit, de toute façon, lorsque je rentre dans la politique ou lorsque je m'intéresse au processus électoral, ça ne change pas. Mais je ne lui donne pas raison parce qu'on ne peut pas admettre d'être dans une communauté et on donne la possibilité à des acteurs qui nous dirigent pendant plus de 30 ans et qu'on ne fait rien. Pour ma part, le jeune doit se responsabiliser et prendre acte en s'impliquant davantage dans le processus électoral à travers son engagement militant. Au deuxième niveau, l'organisation, au niveau même des partis politiques, il y a pas de parti politique bien structuré au niveau de notre espace qui propose aux jeunes une formation continue en ce qui concerne les valeurs du parti, en ce qui concerne l'identité du parti, en ce qui concerne la gouvernance des affaires publiques, en ce qui concerne comment on gère un territoire. Donc le jeune, lorsqu'il adhère à un parti politique, il est laissé aux instruments qui sont disponibles, il est laissé au niveau des aspirations sans aucune visibilité, sans aucune feuille de route. Donc, il n'y a pas de formation de base. Non, il n'y a pas de formation de base déjà et le jeune ne s'engage pas parce qu'il y a un contenu. En plus, le parti politique ne joue pas son rôle d'encadreur pour permettre aux jeunes d'être dans un parti, de graver les parcours qu'il faut pour que ce jeune puisse être préparé à être responsable d'une telle ou d'une telle autre structure. Mais quand même, vous me permettez de préciser que, chers jeunes, si vous attendez qu'on vous donne toutes ces possibilités, vous ne les verrez jamais. Vous voyez ce qui se passe en Afrique. Ceux qui nous dirigent sont là depuis plus de 40 ans et ne bougeront pas. Allez-y, arrachez ce qui est de votre droit, mais il faut le faire avec le dialogue, avec l'intelligence, avec un contenu avéré, avec des échanges fructueux. C'est ce que je pense. Ça peut s'applaudir. Monsieur Théo Lam, que pensez-vous de l'implication des jeunes dans le processus électoral? Pour moi, il faut que les jeunes s'enrôlent. C'est mon point de vue et je ne discuterai pas là-dessus. On ne peut pas accepter que d'autres choisissent pour nous. Le fait de s'enrôler veut dire j'ai ma voix, je m'exprime, je choisis. Maintenant, chacun est libre de choisir en fonction de ses intérêts. Mais n'oubliez pas, le fait que vous élisez un président,
veut dire que cette personne s'occupera de vous pendant les 5 prochaines années à venir. Donc faites attention au choix et faites tout pour vous enrôler et faites tout encore pour vous montrer à vous-même que vous avez la possibilité de faire un choix au niveau de la gestion de votre pays. Ça s'applaudit, amis jeunes. Nous sommes dans la commune du Plateau et vous suivez Expression Jeunes Vacances sur RTI2. Public, comment jugez-vous l'implication des jeunes dans le processus électoral en Côte d'Ivoire? On l'a dit, sur 3 millions de nouveaux électeurs attendus, seulement 306 000 se sont enrôlés. Comment expliquez-vous cela? Nous ne sommes pas obligés d'attendre dans l'année électorale pour faire la révision de la liste électorale. La révision doit pouvoir se faire chaque année. Naturellement, le jeune qui a déjà atteint la majorité peut se rendre dans un centre d'état civil où, par exemple, il y a une commission qui est chargée aussi de l'enrôlement. Il se fait enrôler directement. Je pense que c'est quelque chose qui peut permettre à ce que beaucoup de jeunes puissent se retrouver sur le listing électoral. Merci beaucoup. Ça peut s'applaudir déjà pour sa contribution. Une autre réaction dans le public? Oui, monsieur. La jeunesse de la Côte d'Ivoire est un peu, comme on peut le dire, est fatiguée. Fatiguée de quoi? Fatiguée parce que exploitée par les politiciens lors des échéances politiques et après laissée pour compte. Aussi les nouveaux, depuis 1995, on assiste à des boycotts en 2000 et aussi crise post-électorale qu'on l'a vu en 2010. Et quand on dit élection, on voit la violence autour et ça mène la peur dans le cœur des Ivoiriens et des jeunes aussi. Et voilà pourquoi certains jeunes, certains Ivoiriens ont décidé comme ça de ne pas s'y intéresser. Une autre réaction dans le public? Les jeunes âgés de 15 à 35 ans représentent ou encore comptent pour un tiers des populations de l'Afrique. Mais le constat est que leur influence sur la politique nationale reste limitée. Les jeunes sont de moins en moins impliqués. Naturellement, à mon sens, j'estime que c'est ce sentiment d'exclusion-là qui incite naturellement les jeunes à trouver des solutions alternatives d'exprimer leur mécontentement, d'où leur désintérêt, n'est-ce pas, à participer au processus électoral. Ça peut s'applaudir. Une dernière réaction dans le public? Pour moi, les jeunes ne s'intéressent pas au processus électoral et ils ne s'inscrivent pas sur la liste électorale parce que le mécanisme qui est mis en place est un peu compliqué. Et nous constatons depuis lors que lorsqu'on annonce le processus électoral, il y a un temps qui est donné pour l'enrôlement. Souvent, le plus récent, le temps était de 2 semaines d'abord et ça a été prolongé jusqu'à 1 mois. Et il y a des questions. Les gens ont envie d'évacuer à leurs occupations et ils viennent perdre assez de temps pour pouvoir s'enrôler. Que pensez-vous de l'implication des jeunes dans le processus électoral? Nous avons posé la même question à quelques jeunes rencontrés dans les rues de la commune du Plateau. Voici notre micro-trottoir. Regardez. Vous voyez, par exemple, les jeunes qui ne participent pas, ça dépend aussi de leurs conditions de vie. Si, par exemple, il y a un taux de chômage beaucoup développé, ou bien il y a aussi, par exemple, des élèves qui ne font pas l'école, qui cherchent à travailler, qui ne trouvent pas aussi des emplois et qui n'arrivent pas à trouver la satisfaction au niveau même de leur propre pays. Je pense que les jeunes s'impliquent énormément dans le processus électoral en Côte d'Ivoire. Je prends l'exemple, pendant le recensement pour la liste, pour faire sortir la liste électorale, il y a eu certains jeunes qui sont allés dans notre école pour nous sensibiliser d'aller s'inscrire sur la liste électorale. Parce que de nos jours, les jeunes de maintenant ont le droit de, à partir d'un certain âge où tu es maintenant majeur, tu rentres maintenant dans la classe des majeurs, tu dois forcément t'inscrire sur la liste électorale, tu dois donner ton avis. J'ai choisi ton candidat, celui que tu veux, mais dans l'anonymat en tout cas. C'est ma première fois de m'inscrire sur la liste électorale. Moi, en tout cas, je suis engagé. Mais j'ai plusieurs de mes amis qui disent qu'eux, ils ne s'intéressent pas à ça. Voilà, ils font ça peut-être pour avoir les papiers, les cartes, mais bon, pour aller voter, vraiment, ils ne sont pas intéressés. Les jeunes s'impliquaient, mais c'est plus comme avant. Parce que à chaque fois que les élections approchent, nous avons peur. Donc, c'est plus trop comme avant, tout comme moi aussi. Je ne m'implique pas. Pour cette échéance électorale qui arrive, la jeunesse ivoirienne s'est impliquée.
et s'impliquent véritablement dans ce processus électoral. On a tous vu lors des échéances d'enrôlement, les jeunes se sont enrôlés massivement. Je pense que c'est quand même positif qu'il faut prendre en compte. Et on souhaite que vraiment ces échéances se passent dans de meilleures conditions. Pour ma part, ils ne sont pas véritablement impliqués, peut-être par peur de faire un mauvais choix sur un candidat quelconque, ou bien je ne sais pour telle autre chose. Mais je ne sens pas vraiment l'implication des jeunes dans ce processus électoral. Vous venez de suivre notre micro-trottoir. Nous sommes dans la commune du Plateau, amis jeunes. La thématique de ce jour, les jeunes et le processus électoral. Alors, monsieur Théo Lam, quel est l'impact du manque d'intérêt des jeunes sur le processus électoral en Côte d'Ivoire? Quelle que soit l'analyse que nous faisons, c'est difficile. Maintenant, moi, à travers cette question, je voudrais juste dire qu'on ne peut pas se justifier sur le fait qu'il y a un mécanisme ou des conditions qui sont défavorables, qui font que nous ne pouvons pas nous impliquer. Pour ce faire, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on soit des jeunes capables de proposer des alternatives? Par exemple, je vois qu'aujourd'hui, pour m'inscrire, j'ai dépensé beaucoup d'énergie, j'ai mis 3 heures de temps, mais c'est une occasion pour moi de prendre ma plume, de m'exprimer à travers un article, de proposer une autre alternative, ou bien de proposer au niveau des autorités des choix qui vont permettre d'améliorer ce qui existe. Mais si on croise les bras, on ne fait rien, on sera des personnes qui seront utilisées comme des marionnettes dans le processus, on ne signifiera absolument rien. Donc il est temps qu'on prenne les devants. Mais prendre les devants ne veut pas dire manifester et faire face à des affrontements ni à des violences. C'est manifester de façon intellectuelle et de façon intelligente. Justement, ça m'amène à vous poser la question. Votre avis sur les marches de protestation, les casses en période électorale en Côte d'Ivoire et même dans la sous-région? Alors, moi, je vais vous donner ma question, mais permettez-moi de prendre mon exemple personnel. En 2012, à Paris, nous sommes des jeunes regroupés au sein d'un mouvement pour faire partir notre ancien président Abdoulaye Wade. Moi, je faisais partie des jeunes, mais j'avais posé une seule condition. Si je dois marcher, je dois avoir tous les enfants dont leurs papas ont déjà dirigé le pays, les enfants dont leurs papas sont dans les positions pour réclamer le pays. Mais je ne vais pas être dans une marche où je ne vois pas le fils du principal candidat qui veut briguer la magistrature suprême, je ne vois pas les fils des ministres, je ne vois pas les fils des députés, et moi je me mets au devant de la scène, je ne le ferai jamais. En 2012, c'est ce que j'ai répondu. Et j'ai eu raison. Finalement, ce que j'ai fait, j'ai contribué en fonction de mon niveau, j'ai contribué aussi sur d'autres aspects dont je me tairai, et je me suis permis de faire partie des personnes qui ont fait avancer la cause. La marche, je ne la ferai pas, parce que si je meurs, c'est ma famille qui perdra. Si je meurs, c'est ma communauté qui perdra. J'ai d'autres expressions qui sont volontaristes, qui vont me permettre de poser des actes concrets pour contribuer à l'enrichissement de l'espace politique, disons aussi à l'enrichissement de l'espace électoral. Donc, la marche, si vous voulez, allez-y, mais moi, je le déconseille vivement. On peut trouver nos solutions à travers nos intelligences vives. Ça peut s'applaudir. Est-ce que les marches sont importantes? Je ne vois pas l'importance parce que ça va se solder avec des dégâts humains assez importants. Et dans les dégâts humains, on ne compte jamais les fils des autorités. On compte les fils des personnes qui n'ont pas les moyens. On les mobilise très souvent, on les manipule, on leur demande de sortir dans les rues. Il faut que ça cesse. La paix doit être l'élément qui règne au niveau de la Côte d'Ivoire, qui constitue, comme je l'ai dit tantôt, un pays de référence. Vous avez la chance que vous avez eue. Il faut vous concentrer là-dessus et bâtir ce qui reste à venir. En 10 ans, vous avez eu des éléments drastiques qui se sont présentés au niveau de votre économie et vous avez repris votre place de premier pays de l'Afrique de l'Ouest. Ça, quand même, c'est une charme, c'est un privilège, c'est une opportunité. Allez-y, arrêtez de marcher, travaillez ensemble, main dans la main, et allez-y, prônez pour le changement avec des réflexions qui peuvent donner à votre pays un confort. Ça peut s'applaudir très très fort, public. Je voudrais me tourner vers vous, docteur Kofi Epiphane. Dites-moi, le fait que les jeunes refusent de participer au processus électoral, il y a forcément des conséquences, non? En Côte d'Ivoire particulièrement, les gens ne suivent pas l'idéologie des partis politiques ou l'idéologie des politiques, mais on suit plutôt l'homme.
Et ça, c'est un grand problème. Et depuis le temps, c'est ce qui a toujours été. Mais en ce qui concerne la participation massive de ces jeunes-là, il y a ce qu'on appelle l'engagement et la formation. Tout part de là. Si les jeunes ont des convictions, il n'y a pas de problème. Lorsque nos convictions sont tronquées, en ce moment-là, il y a des conséquences, mais à notre niveau nous-mêmes. Mais lorsque nous sommes sûrs de nos convictions, à ce niveau, il n'y a pas de problème. Au contraire, ça va plutôt permettre à la classe politique ou aux politiques eux-mêmes de prendre conscience que les jeunes sont passés de l'étape où on est arrivé à les instrumentaliser à une autre étape où ils sont motivés eux-mêmes. Une autre réaction? J'aimerais me prononcer sur l'implication des jeunes par rapport au processus électoral. En fait, à l'entame de ses propos, M. Lam a dit que les jeunes s'impliquent malheureusement en politique avec leurs muscles plutôt que de le faire avec leur intellect. Et je pense bien que c'est de là que part tout le problème. Les jeunes y vont avec leurs muscles. Les jeunes s'impliquent. Moi, je ne suis pas d'accord quand on dit que les jeunes ne s'impliquent pas. Ah d'accord, donc les avis changent. Donc pour vous, les jeunes s'impliquent. Parce que si ces derniers ne s'impliquaient pas, ils n'allaient pas être ceux qui sont dehors en train de marcher, sur les réseaux sociaux en train de parler. On ne peut pas dire qu'on ne s'intéresse pas à quelque chose lorsque chaque fois on en parle. Parce que ceux dont on parle, les personnes dont on parle chaque fois dans nos causeries, ce ne sont pas des footballeurs, ce ne sont pas des acteurs. On sait qui sont ces personnes-là. Donc du coup, on s'intéresse à la chose. Mais le problème est qu'il y a une ignorance, une carence qui fait que le jeune aujourd'hui a une mauvaise image, il a une mauvaise information de la chose. Donc même en étant en train de faire, il ne sait pas qu'il est en train de faire et il fait la chose mal. Alors si on veut aujourd'hui ramener le jeune sur la bonne voie, tout part de la formation, de l'information. On doit revoir l'information qu'on donne par rapport à la politique. Moi, je pense que c'est de là que part le problème, l'information. Merci beaucoup. Ça peut s'applaudir très très fort. Monsieur Théo Lam, oui, comment faire la différence entre l'instrumentalisation et la motivation des jeunes dans le processus électoral? De mon point de vue, je vois rarement un jeune s'engager avec une motivation citoyenne. En général, on s'engage parce qu'on veut accéder à des postes de responsabilité. C'est vrai que dans ce cas de figure, la personne peut nous manipuler, on peut nous instrumentaliser, on peut nous dire il faut aller au-devant, dès que j'arrive au niveau des instants de décision, je vais vous impliquer. Mais de manière générale, à la fin de ce processus, le jeune se voit berné par des actes qui ont été posés lors des campagnes, il n'y voit absolument rien. Donc, quelle que soit la forme utilisée, l'instrumentalisation ou la motivation, une fois que le jeune y adhère, il doit voir ses propres intérêts pour être une personne capable de s'engager à réussir et d'engager la réflexion à faire réussir beaucoup d'autres jeunes. Maintenant, si j'analyse les deux termes, l'instrumentalisation est du fait que le jeune en Afrique constitue quand même un public vulnérable parce qu'il n'a pas d'argent, il n'a pas beaucoup de possibilités, il n'a pas beaucoup de choix, il n'a pas cette vision de son avenir qui est tracée sur une voie très précise. Donc si on lui demande de faire, il est obligé dans une certaine mesure de faire. Je ne cautionne pas, mais je suis dans un état de faire un constat. Mais au niveau de la motivation aussi, très souvent, le fait qu'on a un taux de chômage très élevé, on n'a pas de repère en réponse concrète par rapport à ces problématiques qui est généralisée au niveau de l'espace ivoirien. Le jeune se dit, par tous les moyens, je vais me trouver une motivation de m'engager au niveau d'un parti politique qui va être élu au niveau de la gestion de la gouvernance publique et je me donnerai une place de choix pour assurer mon avenir. Donc la motivation, souvent, elle est d'ordre station sociale, ce n'est pas d'ordre à apporter une vision au niveau de la communauté. Et pour mon message à ce niveau, quand on s'engage dans un combat, il faut qu'on s'engage tout en effaçant dans notre contenu le fait de s'assurer soi-même ses arrières. C'est ce qui est arrivé à nos grands frères qui sont actuellement en poste dans les différents pays d'Afrique. Une fois qu'ils y accèdent, ils ne bougent plus. Donc il ne faut pas que ça nous arrive. Comme a dit la demoiselle tout à l'heure, j'ai beaucoup apprécié, comme a dit certains aussi, le mécanisme qui n'est pas bon, il faut le changer, se former, s'informer et surtout prendre la place qu'il faut. Merci. On peut s'appeler très fort. Est-ce qu'on est à l'aise de faire la politique quand on n'a pas les moyens financiers?
est-ce qu'on doit avoir les moyens financiers pour faire la politique? J'habite dans un quartier et je vois que mon quartier est sale. Je m'organise à travers une association à balayer mon quartier. Ça, c'est une action réelle qui permet d'impacter sa communauté. Dans mon quartier, il y a des femmes qui font de la teinture. Leur espace n'est pas l'outil. Je me permets d'engager un projet avec les jeunes de ma communauté pour essayer d'embellir son espace. Dans mon quartier, je vois que beaucoup de jeunes ne trouvent pas de travail. Je peux m'organiser à faire un projet en les présentant à d'autres entreprises. Vous êtes en train de faire de la politique. Mais, on peut faire la politique sans grand moyen financier. Oui, on peut faire la politique sans pourtant s'engager. Mais là où je suis totalement contre, le fait d'être derrière des réseaux sociaux, de vous couvrir d'une identité que vous cachez très certainement et de vous exprimer pour brûler notre pays. Ça ne doit pas se passer comme ça. Si vous êtes un jeune averti, un jeune engagé, vous devez avoir le courage d'affronter vos idées, de les présenter au niveau de la communauté, mais avec le respect qu'il faut. Parce qu'un président, même si je ne suis pas avec lui, je dois le respecter. Un président, même si je suis contre ses instructions en matière de gouvernance, je dois le respecter parce que c'est mon président pendant les années pour lesquels il a été choisi pour gouverner mon pays. Je peux ne pas être d'accord avec vous, ça me concerne uniquement, mais je dois respecter l'institution. Donc, chers jeunes, je vous engage à écrire pour dénoncer, mais je vous encourage aussi à écrire pour proposer. Je vous encourage à faire des conférences pour manifester votre désintéressement par rapport à la chose, mais je vous encourage aussi à faire des manifestations pour dire voici maintenant ce qu'il nous faut pour engager. Ce que je veux vous dire en un mot, si vous voulez vous engager, il faut que vous vous responsabilisiez et n'attendez pas que les autres vous tendent la main pour vous assurer ce confort. Parce que de toute façon, vous ne les croyez pas. Donc, elles ne peuvent pas, ces autorités, vous donner la main forte. Ça peut s'appeler très très fort. Monsieur Théo Lam, quelles sont les stratégies pour se détourner de tout ce qui est instrumentalisation? Déjà, si vous êtes jeune, vous croyez en vous, vous croyez à vos potentialités, comme les jeunes du secteur informel, vous croyez en vous comme les dames qui ont appris à faire, ça marchera très bien. Des fois, on me dit les jeunes manquent de culture politique, manquent de conscience politique. Tout ça, c'est vrai. Mais les jeunes manquent autre chose, la prise d'initiative pour y aller. Parce que vous avez appris à manipuler votre portable seul, vous avez appris à draguer l'ego seul, vous avez appris à choisir votre école seul, vous avez appris beaucoup de choses seul. De la même façon que vous avez appris des choses qui ont très bien marché dans votre vie, c'est de la même façon qu'il faut apprendre la politique avec conviction, avec ferme volonté d'y arriver, c'est possible. Donc, dans la vie, tout est accessible à qui veut entreprendre, à qui veut apprendre, à qui veut s'initier à une politique sur laquelle il veut exceller. J'y crois fortement. Ça peut s'applaudir, amis jeunes. Je vais me tourner vers vous, cher public. Alors, comment inciter les jeunes à prendre une part active dans le processus électoral en Côte d'Ivoire? Les pistes des solutions, selon vous? Il faut créer des forums de jeunes et des formations multipartites pour promouvoir un dialogue pacifique pour atténuer les différentes tensions. Ensuite, il faut aussi impliquer les jeunes dans les différentes prises de décision. D'accord, ça peut s'appeler très très fort, c'est sa proposition. Une autre réaction dans le public? Moi, j'aimerais qu'on implique beaucoup plus les jeunes sur les différentes listes des candidats. C'est vrai qu'on n'a pas les moyens. Ici, en Côte d'Ivoire, il faut avoir les moyens pour être candidat. Et les différents candidats peuvent nous impliquer en nous mettant sur sa liste de candidature. Et après ça aussi, attirer, moi par exemple, si je suis sur la liste de X, je peux aller parler aux femmes pour dire que voici, par moi, on peut changer de vie, on peut marcher, on peut rentrer même dans la politique, un jour gérer la Côte d'Ivoire. Parce que la jeunesse a besoin de ça. Parce que les jeunes, on a remarqué que ce sont les vieux. Bon, on s'est dit, bon, mon cher, ce sont les vieux là. On n'a qu'à les laisser comme ça et puis nous, on va ailleurs. Ce sont les personnes âgées. Voilà. Ce sont les personnes âgées. D'accord. On va les laisser dans l'histoire de politique. On a besoin de s'impliquer. La jeunesse là, c'est nous, on va gérer bientôt les différentes communes et le pays. Donc on a besoin d'être sur les différentes listes des différents candidats. Ça peut s'applaudir très très fort déjà, pour l'encourager. Merci pour votre réaction. Une autre réaction avec notre ami. Il faut responsabiliser les jeunes, surtout dans les partis politiques. En quoi faisant? Vous avez parlé de responsabiliser les jeunes, en quoi faisant concrètement? Quelles sont vos propositions? Il faut leur donner la possibilité de pouvoir s'exprimer. Il faut que ce qu'ils disent soit pris en compte. Parce qu'on a l'impression que les jeunes sont des personnes qui doivent toujours écouter les autres et puis... comment on dit ça? Et puis exécuter, voilà.
Les jeunes sont des exécutants dans des partis politiques ou encore dans d'autres organisations. Mais si les jeunes sont responsables et donnent des propositions, il faut que ces propositions-là soient prises en compte. Est-ce que les jeunes même font des propositions? Est-ce qu'ils sont assez irresponsables? Je pense que les jeunes font des propositions. Je pense que les jeunes font des propositions. Maintenant, est-ce que derrière ces propositions sont prises en compte? Voilà pourquoi on assiste à ce qu'on venait de dire sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de jeunes qui parlent sur les réseaux sociaux sans toutefois se faire entendre. Puisque les réseaux sociaux, tout le monde va sur les réseaux sociaux, mais personne ne peut prendre ta proposition sur les réseaux sociaux pour pouvoir l'appliquer. C'est dans des partis politiques, c'est dans la société civile, c'est par exemple à la télévision, dans les journaux, que les jeunes doivent s'exprimer et faire des propositions concrètes. Merci beaucoup, on peut l'appeler très très fort. Une dernière réaction dans le public. Les pistes de solutions, hein, on veut les propositions concrètes. Oui, selon vous? Je pense que quoi qu'on dise, les jeunes même doivent se responsabiliser, doivent s'impliquer dans la politique. Quand il n'y a pas d'implication, déjà même ça doit passer par s'inscrire sur le listing électoral. Quel que soit le temps qui est défini, je pense que le jeune même doit faire l'effort pour se donner le temps pour aller s'inscrire sur le listing. Et qu'on appelle s'impliquer, se responsabiliser dans les partis politiques. Si cela n'est pas fait, cela peut se faire aussi dans les associations. Dans les associations, je pense que nous avons vu, avec les résultats des dernières élections locales, la plupart des jeunes qui ont été élus, que ce soit au poste de député ou maire, ça a été les jeunes qui sont allés indépendants. Je pense que c'est des actions à suivre pour vraiment ce qu'on appelle se responsabiliser dans la politique. Pour vous, c'est un signal fort? C'est un signal fort. D'accord, ça peut s'applaudir très très fort. Alors, M. Théo Lam, comment améliorer la participation des jeunes au processus électoral en Côte d'Ivoire, le cas de la Côte d'Ivoire? Alors, le cas de la Côte d'Ivoire, je vois pour le jeune de chercher à s'autonomiser lui-même en ne comptant sur personne. Mes amis, il y a deux choses qui sont importantes dans la vie pour exister en Côte d'Ivoire en tant que jeune. Avoir de la connaissance solide sur l'essentiel des dossiers qui gouvernent la politique et avoir les moyens de gagner sa vie. Financièrement, il faut que vous soyez assis. Je ne vous demande pas d'être milliardaire, mais il faut créer les conditions d'être autonome financièrement. Si vous avez de la connaissance, si vous avez un peu d'argent, quelqu'un qui tape devant votre porte vous assurera des propos très précis pour une collaboration fructueuse. Mais si vous êtes dans une position de faiblesse, peu importe votre niveau d'engagement, on peut toujours vous utiliser. Donc, soyez autonome. Et l'autonomie, on doit la chercher. Maintenant, certains jeunes, ce qu'ils font, ils attendent d'adhérer à un parti, ils attendent un poste de responsabilité pour créer les conditions d'autonomie à travers les ressources de l'État. Et ça, quand même, c'est problématique. Vous êtes en train de voler, c'est pas bon. Certains jeunes aussi, ce qu'ils font pour terminer par rapport à cette question subsidiaire, une fois qu'ils arrivent au niveau des instances de décision, ils s'accaparent des richesses de l'État. Oui, mais d'autre part, ils ne prônent pas au niveau du combat. Ils se prônent eux-mêmes pour accéder à d'autres stations. Au lieu de poser le combat, au lieu de fructifier d'autres opportunités pour d'autres jeunes, une fois qu'ils arrivent, ils oublient et ils se font élire sur d'autres stations. Maintenant, ce que j'ai entendu tout à l'heure, ça me fait peur. Le fait de demander qu'on vous responsabilise, ne demandez à personne parce que personne ne vous responsabilisera. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des personnes qui sont restées pendant 30 ans dans des postes électifs, d'autres personnes qui sont restées 30 ans dans des postes nominatifs. Ces personnes maintenant, si vous les enlevez de leur circuit professionnel, c'est gâté pour eux. Donc ce qui dit finalement, elles vont tout faire ces personnes pour s'accrocher au pouvoir. Il faut aller dans une optique de rechercher les moyens de les faire sortir. Deux cas qui sont importants. Au niveau de la Côte d'Ivoire, je forme des jeunes et pourtant je ne suis pas ivoirien. En les formant, je leur mets sur des pistes qui sont très précises en matière de ce qu'il faut faire pour éviter que le pays sombre et d'être des citoyens avertis et de ne pas prôner la grève, par exemple. Il m'est arrivé dans des réunions secrètes avec des étudiants en prônant une facilité de décanter une situation à travers un contenu. Exemple, deux projets. Il y a un projet qui a été proposé à l'université, l'encouragement à l'entrepreneuriat, et ça a réduit un tout petit peu les tensions entre étudiants et administration. Un deuxième projet, le fait de favoriser l'employabilité en faisant venir des professionnels d'entreprise au niveau des universités. De tels contenus, s'ils sont proposés par les jeunes, on vous respecte un peu plus. Le deuxième et le dernier cas, c'est quoi? Moi, j'ai eu la chance de faire partie des personnes qui ont rédigé un programme présidentiel. Mais la chance que j'ai eue, c'est en fonction des critères professionnels. J'ai été choisi. Mais ce n'est pas mon pays,
Ce pays, j'y étais une seule fois de ma vie. Mais ce qui m'a touché, lorsque j'ai vu les propositions qui ont été faites avant que je reçoive le document final, c'est-à-dire, on dit aux jeunes, allez-y mourir. Non, c'est ce que ça signifie. C'est-à-dire, ce sont des adultes qui se sont regroupés pour écrire ce que les jeunes doivent devenir plus tard. Mais j'ai dit, où sont les jeunes dans ce pays? On m'a dit, ils ne se sont pas exprimés. Et ça, quand même, c'est dommage. Moi, j'ai fait des consultations pour que les jeunes s'expriment et on a pris en compte leurs demandes en ce qui concerne le programme. De la même façon, en conclusion, préparer des documents précis, présenter ces documents aux différents candidats. Même si vous n'êtes pas dans les mêmes partis politiques, regroupez-vous entre jeunes et dites, voici notre contribution au niveau de comment on doit gérer notre pays. Mais si vous restez assis, les gens vont gérer le pays comme il faut, le taux de chômage va être très élevé, ensuite vous n'aurez aucune opportunité. Nous qui venons de l'étranger, on va venir exploiter, ça va marcher pour nous. Et pour vous, c'est gâté. Il ne faut pas attendre que ça existe quand même. Ça s'applaudit. Monsieur Théo Lam, oui, et que doit-on retenir de la thématique du jour? Votre mot de fin, les jeunes et le processus électoral. Pour conclure, je vais orienter mon message sur 2 niveaux. Le premier niveau, c'est à l'endroit des jeunes. Si on analyse ce qui s'est dit aujourd'hui, c'est inquiétant. Les jeunes ne s'engagent pas dans le processus électoral. Ils sont représentés faiblement au niveau des listes. Ils ne dirigent pas en général les listes. Ils ne sont pas choisis au niveau des élections. Ils ne votent pas. Ils ne sont pas dans l'organisation des élections. Donc, ils sont quasiment absents. À ce niveau, j'invite les jeunes à réfléchir pour trouver des solutions confortables pour qu'ils soient des acteurs majeurs dans le changement qu'ils prônent. Au niveau aussi de l'organisation des partis politiques, ce qui est dommage et c'est à déplorer, c'est que les dirigeants des partis politiques attendent à la veille des élections pour préparer les jeunes dans le processus électoral. Et pour moi, un parti politique doit avoir une vie durant les années de gouvernance ou bien durant les années de l'opposition. Mais malheureusement, ce qui se passe au niveau de notre continent, et si vous prenez le cas de la Côte d'Ivoire aussi, c'est pareil, les jeunes sont initiés dans le dispositif électoral qu'à l'approche des élections. Et ça, il faut que ça cesse. Donc, un message final, comme mon introduction, la Côte d'Ivoire est un pays de cœur pour moi. La Côte d'Ivoire est un pays de choix pour moi. Vous avez été premier, on vous avait arraché ce poste parce qu'il y a eu des tensions qui se sont présentées dans votre économie. Malgré le dégât matériel, le dégât financier, le dégât humain, vous vous êtes relevé. 3 ans après 2010, la Côte d'Ivoire s'est vue sur un nouveau visage. Je pense que c'est un acquis considérable. Il faut aller dans le sens de reconstruire les bases qui ont été perdues, d'aller dans le sens de dire non suivant une autre expression. La violence, je ne suis pas pour. Je ne marcherai pas, je ne me battrai pas, je ne me ferai aucun mal pour aucun candidat de la vie. Par contre, comme c'est un pays qui m'intéresse, je me mettrai dans une posture de contribuer de façon intellectuelle, de façon intelligente pour dire voici mon expression. Les réseaux sociaux sont accessibles à tout le monde, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais attention à ne pas être derrière un pseudo que vous cachez et que vous dites voici comment je veux qu'on gère mon pays. Un pays se gère à travers des connexions et il faut le faire de façon visible. Chers jeunes, opposition, mouvance présidentielle, société civile, chômeurs, entrepreneurs, tout ce que vous voulez, regroupez-vous avant le 31 octobre. Discutez sur une charte, discutez sur une proposition de contenu, discutez sur comment souhaiterez-vous qu'on vous organise au niveau des années à venir pour que vous puissiez être des acteurs majeurs de ce changement que vous prenez autant. Si vous ne le faites pas, les autorités feront ça à votre place et ce ne sera pas bénéfique, ça ne sera pas à votre avantage. Allez-y à fond, c'est possible de le faire, je vous y encourage, nous allons gagner. Ça peut s'appeler très très fort public. Monsieur Ibrahima Théo Lam, on l'applaudit à Bijeune. Suivez Expression Jeune, nous sommes dans la commune du Plateau et nous sommes sur RTI 2. Expression Jeune, amis jeunes, c'est aussi la success story, partie des riens pour être un modèle. Voici la success story de la commune du Plateau. Regardez. À cœur vaillant, rien d'impossible. En 2011, mademoiselle Nathalie Douali
a démarré son business à la suite d'un constat en besoin d'équipements de sécurité dans son pays, la Côte d'Ivoire. Dès lors, elle a créé son entreprise spécialisée dans la fourniture d'équipements de sécurité, une bonne affaire qu'elle gère sans envier qui que ce soit. Grande rêveuse, Nathalie Douali ne compte pas s'arrêter si tôt, car elle a pour ambition de réaliser plus tard une industrie de production en matériaux de sécurité dans le but de produire sur place, ainsi offrir de l'emploi à la jeunesse. Certes, c'est un long processus qui demande assez de moyens financiers, mais selon ses propos, et je cite, « Je crois en Dieu et en mes atouts. Si j'ai pu réaliser mon vœu d'entreprendre depuis 9 ans, alors je suis capable d'arriver au sommet, car la foi fait déplacer des montagnes. » Fin de citation. L'histoire de Nathalie Douali est très édifiante. J'ai été commerciale dans une entreprise de la place. C'est de là que j'ai vu qu'il y avait une demande au niveau des équipements de protection. Je me suis mise à mon propre compte. Donc j'ai créé mon entreprise pour pouvoir pallier à la demande des clients dans ce domaine-là. J'aime le travail bien fait, j'aime le contact. Je ne m'assois jamais sur mes acquis au fait. Je suis à la recherche perpétuelle des clients, d'innovation pour pouvoir plaire à mes différents clients. Mon secret de réussite en premier temps, c'est la prière que je fais en sortant de ma maison. Ça me permet d'être sereine devant les difficultés ou devant, enfin, toute la journée, ça me permet d'être sereine. Ensuite, mon deuxième secret, je pourrais dire que c'est la persévérance. C'est la persévérance parce que le métier que nous faisons, si tu n'as pas la passion de ce que tu es en train de faire, les difficultés vont t'emporter. À mi-parcours, je suis satisfaite, d'autant plus que l'entreprise a été créée depuis 2011 et j'existe jusqu'à cette année. Je peux dire que c'est un bon bilan parce que ce n'est pas toutes les entreprises qui arrivent à se maintenir. Je ne suis pas encore arrivée au terme de mon ambition parce que mon ambition, c'est de créer une usine de fabrication des équipements là en Côte d'Ivoire. Parce qu'on a les matières premières et on a la main-d'œuvre. Pourquoi ne pas déjà transformer la matière première en biens que les entreprises utilisent déjà sur place au lieu de les importer à chaque fois. Et vous savez qu'en Côte d'Ivoire, les banques n'accompagnent pas les nouvelles entreprises. L'entrepreneuriat n'est pas un long fleuve doux. Du coup, avant de se lancer, il faut vraiment être passionné, organisé, connaître le projet dans lequel tu désires investir, pouvoir mieux l'expliquer, avoir un mentor dans le domaine qui pourra te donner des conseils, qui pourra t'aider par ses propres clients, par ses clients qui deviendront peut-être tes clients potentiels. Aussi, il ne faut pas confondre les besoins et les désirs. Parce que c'est ce qui est le problème des jeunes de nos jours. C'est-à-dire quand ils commencent, que l'argent, il y a des entrées d'argent, en même temps, ils veulent se faire valoir, je veux dire, se faire voir, acheter une nouvelle voiture, acheter une nouvelle maison. Et c'est ce qui crée quelquefois la faillite des jeunes entreprises. Il ne faut pas confondre les besoins de l'entreprise et ses propres besoins. Le travail et la persévérance emmènent plus loin que le talent. Madame, Monsieur, amis jeunes, recevez la success story de la commune du Plateau, Mademoiselle Nathalie Douali. Applaudissements pour recevoir Mademoiselle Nathalie Douali, la success story de la commune du Plateau. Elle vient nous rejoindre pendant que vous applaudissez. Elle est la responsable de SCB Trading, une structure spécialisée dans la fourniture d'équipements de sécurité. Monsieur Théo Lam, vous l'avez vu, vous avez vu donc la success story. Il y a forcément un mot à l'endroit de notre success story, Mademoiselle Douali. Tous mes encouragements, chère demoiselle, et je voudrais juste vous manifester toute ma joie. En tout cas, je suis très connu pour défendre l'entrepreneuriat des femmes. J'y ai écrit des ouvrages. Et pour moi, c'est sur ça qu'il faut qu'on se concentre pour apporter une vraie émergence au niveau de nos territoires. Au-delà de votre engagement sur l'entrepreneuriat, généralement, vous vous engagez sur d'autres tâches au niveau de la maison pour nous donner un confort de vie pour que nous soyons dans de meilleures conditions d'exploiter nos potentialités.
Je vais me tourner vers vous, amis jeunes. En général, lorsqu'on a un modèle de réussite en face de nous, on veut comprendre un peu son expérience, on veut comprendre son parcours. Il y a forcément des questions. On va prendre 2 réactions dans le public. C'est des mots de félicitations et d'encouragement. Et une autre réaction dans le public. Je voulais savoir quel genre de difficultés qu'elle a rencontrées sur son chemin pour arriver là où elle est aujourd'hui. D'accord. C'est la question de Julie Gosset. J'aimerais dire que j'ai eu quelques difficultés parce qu'à l'époque, on n'avait pas l'institution qui s'occupe de tout ce qui est dossier administratif actuellement, qui est le CPC. Au départ, c'était très difficile de pouvoir avoir des documents dans les délais que tu voulais. Aujourd'hui, vous employez combien de personnes? Une dizaine de personnes. Une dizaine de personnes. Oui. D'accord. 5 personnes à plein temps et 5 autres personnes en freelance. D'accord. Et tout se passe bien? Par la grâce de Dieu, tout se passe Vous bien. êtes un modèle pour la jeunesse ivoirienne. Aujourd'hui, vous allez regarder la caméra juste en face et forcément, vous avez un message à l'endroit de cette jeunesse qui vous regarde sur RTI 2. Allez-y. Je vous remercie. Moi, je voudrais dire à tout jeune, créer une entreprise. Si vous savez que cette entreprise que vous créez est une solution à un problème donné, je vous demande d'y aller. Investissez-vous, soyez très rigoureux, parce que c'est un peu ça ce qui est dommage chez les jeunes entrepreneurs. C'est-à-dire quand ils réussissent à mettre quelque chose sur place, ils ne sont vraiment pas organisés, ils ne sont pas rigoureux, ils ne cherchent pas à développer vraiment le domaine dans lequel ils sont. C'est-à-dire ils s'asseyent un peu sur les acquis. Or, en entrepreneuriat, il faut toujours apprendre. Il faut toujours chercher à innover. Il faut toujours chercher à apporter un plus. Si tu es là, on va se tenir debout sous les applaudissements du public qui va nous rejoindre également. Amis jeunes, nous étions dans la commune du Plateau pour ce numéro d'Expression Jeune Vacances sur RTI 2. Notre thématique du jour était les jeunes et le processus électoral en Côte d'Ivoire. Premier invité, notre consultant, était M. Ibrahima Théolam, entrepreneur, auteur et enseignant à Paris. On peut l'applaudir très très fort pour sa brillante contribution. Mademoiselle Nathalie Douali, oui, responsable de SCB Trading, était la success story de la commune du Plateau. On peut l'applaudir aussi très très fort. Merci à la duchesse Fatou Koulibaly qui a réalisé l'émission. Merci à tous les jeunes. Bonne suite des programmes sur RTI 2. Bye bye.